Salut à tous. Avant de plonger dans cet épisode ultra technique sur les LNN et les MOE, j'ai une petite annonce festive pour vous. On s'est dit que, vu que c'est Noël, on allait ajouter une petite touche humoristique pour clôturer l'épisode. Humoristique? Attends, tu veux dire que je vais devoir supporter encore plus de blagues? Oh non, Gontran. Cette fois-ci, c'est toi la star. Le Père Noël aurait beaucoup à dire sur ta liste de cadeaux cette année. Restez bien jusqu'à la fin, parce qu'on vous a concocté une petite capsule de Noël où on parle du Père Noël et de la place de l'IA dans la gestion des cadeaux. Une vraie révolution logistique. Ou plutôt, une révolution avec quelques bugs, disons. Ça commence déjà? Bon, ok, je reste, mais je garde mes biscuits. Alors, installez-vous confortablement, profitez de cet épisode et ne manquez pas la surprise de fin. Allez, on y va. Salut tout le monde! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on continue notre exploration des modèles d'intelligence artificielle pour nous aider à comprendre la puissance des LNN, MOE et ce qui rend les fameux LFM de Liquid.ai aussi puissants. Si vous étiez là la dernière fois, on a plongé dans le monde des réseaux récurrents RNN, des mémoires longues et courtes LSTM et des fameux transformeurs, ces modèles qui ont révolutionné l'intelligence artificielle moderne. Révolutionner? Moi, je n'ai toujours pas vu un robot capable de me faire un café sans en renverser partout. Peut-être qu'ils ont trop de respect pour toi, pour risquer une électrocution. Bon, revenons à nos neurones. La dernière fois, on a vu comment les RNN traitent les séquences mot à mot, comment les LSTM améliorent ça en gardant la mémoire plus longtemps, et pourquoi les transformeurs sont capables de tout analyser en parallèle. Et on a surtout montré que « je mange du chocolat et je bois du lait » ne sont pas juste des phrases simples, mais des exemples parfaits pour comprendre comment l'IA travaille. Exactement. Mais aujourd'hui, on remonte encore plus loin pour comprendre comment tout ça fonctionne à la base. Avant d'arriver au LNN et aux Mixture of Experts, on doit poser des fondations solides. Attends, tu veux dire qu'on va parler de neurones maintenant? Ces machins qui clignotent dans le cerveau? Presque. Mais ici, on parle de neurones artificiels, les briques de base des réseaux de neurones. On va voir ce qu'ils font, comment ils se connectent et pourquoi ils sont si puissants. Et ne t'inquiète pas, Gontran. Même toi, avec ton sens de l'humour limité, tu vas comprendre. Pour bien comprendre les réseaux de neurones liquides, il faut commencer par les briques de base des réseaux de neurones, le neurone artificiel. Inspiré du fonctionnement biologique, le neurone artificiel est un modèle mathématique qui traite des données. En gros, c'est comme toi, Gontran. Ça reçoit des infos, ça réfléchit, enfin, un peu, et ça produit une sortie. Attends, tu veux dire qu'un neurone, c'est juste une calculette intelligente? Imaginez un interrupteur qui peut être activé ou désactivé. Ce neurone artificiel, comme son homologue biologique, reçoit des signaux de ses voisins et décide s'il doit transmettre une information ou non. En gros, c'est un interrupteur intelligent, contrairement à Gontran qui ne sait même pas allumer la lumière. Hey, je sais très bien utiliser un interrupteur. Regarde. Une neurone fonctionne un peu comme ça. Il reçoit des signaux de ses voisins, mais ces signaux ne sont pas tous égaux. Certains voisins sont des excitateurs qui augmentent la probabilité qu'ils s'activent, tandis que d'autres sont des inhibiteurs qui freinent son activation. En gros, c'est comme toi, Gontran. Si assez de monde t'encourage, tu te lèves pour aller chercher un café. Mais si tout le monde te dit que ça ne vaut pas le coup, tu restes assis à ne rien faire. Eh, c'est pas faux. Mais alors, il faut combien de gens pour que je me lève? 2, 3, 10? C'est là que le seuil entre en jeu. Un neurone artificiel, comme un interrupteur, se base sur un seuil. Si la somme des signaux excitateurs et inhibiteurs qu'il reçoit dépasse ce seuil, il s'active. Sinon, il reste désactivé. Prenons un exemple simple. Imagine que le seuil est fixé à 1. Si un voisin excitateur envoie un signal positif de +1 et un autre inhibiteur envoie un signal de -1, la somme est de 0. Résultat, le neurone reste inactif. Mais si un autre excitateur envoie aussi un +1, la somme passe à +1 et là, le neurone s'active. Et quand il s'active, il transmet une information aux autres. En fait, chaque neurone est un petit juge influençable par ses voisins. Plus les excitateurs crient fort, plus il est convaincu de s'activer. Mais si les inhibiteurs dominent, il reste calme. Donc, c'est un peu comme une dispute entre voisins pour décider si je dois sortir de chez moi ou non. Finalement, c'est assez humain ton truc. Exactement. Et c'est cette simplicité qui est à la base de tout. Chaque neurone artificiel suit cette règle. Écouter ses voisins, faire une somme, comparer aux
au seuil et décider. Mais ce qui rend tout ça incroyable, c'est ce qui se passe quand on connecte des milliers, voire des millions de neurones entre eux. On obtient un réseau capable de comprendre, d'apprendre et même de prédire. Mais avant de parler de réseaux complexes, revenons à notre neurone. Ce qui est important, c'est qu'il ne travaille pas seul. Chaque neurone influence ses voisins, avec des connexions qui peuvent soit encourager, soit freiner. Et c'est cette dynamique collective qui crée des comportements complexes. Exact. Et si un seul neurone peut paraître simple, imaginez le potentiel quand il travaille en équipe. Maintenant, passons au niveau supérieur. Maintenant que vous savez comment un neurone fonctionne individuellement, voyons ce qui se passe quand deux neurones, disons I et J, interagissent. L'idée centrale, c'est que le neurone I peut influencer le neurone J via une connexion. Et cette connexion a une importance qu'on appelle un poids noté W de IJ. Ce poids peut être positif, excitant J, ou négatif, inhibant J. En d'autres termes, c'est comme si I pouvait dire à J « fais-toi entendre » ou « calme-toi ». Et plus la connexion est forte, plus J obéit. Donc c'est comme quand je parle à quelqu'un et qu'il écoute plus ou moins selon le ton de ma voix. Exactement. En mathématiques, la relation entre deux neurones se décrit comme ça. H de J est égal à la fonction f appliquée à la somme pour tout I des produits de W, indice de IJ, par H de I plus B de J. H de I est l'état du neurone I qui peut être activé, plus 1, ou désactivé, moins 1. WIJ est le poids de la connexion entre I et J. BJ est le biais du neurone J qui détermine s'il est facilement activable ou non. F est la fonction d'activation qui transforme la somme en une décision d'activation plus 1 ou moins 1. Prenons un exemple simple. Supposons que le neurone I est activé, H de I est égal à plus 1, et qu'il envoie un signal à J via une connexion avec un poids WIJ de plus 0,8. Si BJ, le biais, est de moins 0,2, alors le neurone J recevra H de J est égal à la fonction f appliquée à 0,8 multiplié par 1 plus moins 0,2, ce qui est égal à la fonction appliquée à 0,6. Et si la fonction d'activation f est une simple règle, par exemple activée si le résultat est positif, alors J s'activera, car 0,6 est plus grand que 0. Maintenant, imaginons que le neurone I soit désactivé. H de I est égal à moins 1. Ou le poids soit négatif, WIJ est égal à moins 0,8. Cette fois, J recevra H de J est égal à la fonction f appliquée à moins 0,8 multiplié par 1 plus moins 0,2, ce qui est égal à la fonction f appliquée à moins 1. Et là, J ne s'active pas, parce que le signal est inhibiteur. Donc, si je résume, tout dépend du signal que I envoie, de la force de la connexion W de I et J et du biais B de J. Bravo Gontran! Tu viens d'expliquer comment deux neurones échangent des informations. Maintenant, imagine ce qui se passe quand des centaines de neurones sont connectés comme ça. Exactement. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Ces connexions permettent à un réseau entier de collaborer pour traiter des informations complexes, comme des images ou des phrases. Mais avant de parler de réseau complet, assurez-vous de bien comprendre ce qui se passe entre deux neurones. Maintenant qu'on a compris comment deux neurones interagissent, passons à la prochaine étape, les réseaux de neurones. Un réseau de neurones, c'est tout simplement un ensemble de neurones connectés entre eux, chacun influençant ses voisins. Mais attention, on ne parle pas de quelques neurones ici. On peut avoir des milliers, voire des millions de neurones interconnectés, travaillant ensemble pour accomplir une tâche. Imagine une immense toile d'araignée. Chaque point sur la toile est un neurone, et chaque fil qui relie ces points représente une connexion avec un poids. La force de chaque fil détermine si l'araignée va s'intéresser à un point ou l'ignorer. Attends une seconde. Tu me dis que ces neurones peuvent être autant connectés qu'un réseau social? Donc, si un neurone devient populaire, il influence tout le monde?
Pas exactement. Mais ce n'est pas si loin de la vérité. Dans un réseau de neurones, chaque connexion a un poids qui peut être ajusté. Quand un neurone influence fortement les autres, c'est qu'il a des connexions avec des poids élevés. Mais ce qui rend tout ça puissant, c'est la façon dont ces neurones sont organisés en couches. Il y a 3 types de couches dans un réseau. La couche d'entrée, la couche de sortie et les couches cachées entre les deux. C'est dans ces couches cachées que se fait tout le travail complexe, comme détecter des motifs ou comprendre le contexte. Prenons un exemple simple. Imagine une phrase, comme « je mange du chocolat ». La couche d'entrée transforme chaque mot en une représentation numérique que les couches cachées traitent pour comprendre la structure de la phrase. À la fin, la couche de sortie pourrait prédire le mot suivant comme « et » ou « ensuite ». Voici comment ça fonctionne. La couche d'entrée reçoit les données brutes, ici les mots. Chaque neurone de cette couche envoie son information aux neurones de la couche cachée suivante. Ces neurones cachés analysent les relations entre les données. Par exemple, ils pourraient comprendre que « mange » est un verbe et que « chocolat » est un objet. Et à chaque étape, les connexions entre les neurones sont ajustées grâce au poids. Si une connexion est pertinente, son poids augmente. Sinon, il diminue. C'est ainsi que le réseau apprend à donner des réponses plus précises. Mais pourquoi autant de couches? Une seule ne suffit pas? Bonne question. Une seule couche peut reconnaître des motifs simples, comme des lignes dans une image ou des mots isolés. Mais pour comprendre des relations complexes, comme dans une phrase ou une image complète, il faut plusieurs couches. Chaque couche extrait des informations de plus en plus abstraites. C'est pour ça qu'on parle de réseau profond. Imagine que tu observes un tableau. La première couche voit des coups de pinceau. La deuxième couche remarque des formes, comme un visage. Et la troisième comprend que c'est un portrait. Chaque couche ajoute un niveau de compréhension. Donc, si je regarde une pizza, la première couche voit le fromage, la deuxième les olives, et la troisième se dit « miam, je mange ». Exactement. Sauf que toi, tu sautes directement à la couche finale. Je mange tout. Maintenant que vous avez compris comment fonctionne un réseau de neurones simple, passons à l'étape supérieure, les réseaux profonds. Un réseau profond, c'est simplement un réseau avec plusieurs couches cachées. Ces couches jouent un rôle crucial en permettant au modèle de traiter des informations de plus en plus complexes. On peut voir les couches cachées comme des détectives qui travaillent en équipe. Chaque détective se concentre sur un indice particulier et transmet ses trouvailles au suivant, jusqu'à ce qu'ils résolvent l'enquête ensemble. Attends, si chaque couche est un détective, ça veut dire que plus il y a de couches, plus l'enquête est compliquée? Genre, ça veut dire que ces réseaux profonds sont pour les grands crimes? Pas exactement, Gontran, mais c'est une bonne analogie. Les premières couches détectent des indices simples. Par exemple, pour une image, elles repèrent des lignes et des formes. Les couches suivantes combinent ces indices pour identifier des motifs plus complexes, comme un œil ou une oreille. Et au final, la dernière couche comprend que l'image représente un visage ou même une personne spécifique. Et pour les phrases, c'est pareil. Les premières couches repèrent des mots et leurs relations simples, comme mange et chocolat. Les couches suivantes comprennent la structure de la phrase et les dernières couches peuvent même saisir le contexte global. Prenons un exemple concret. Imagine une phrase plus longue. Je mange du chocolat, puis je bois du lait. La première couche analyse chaque mot individuellement. Elle voit je, mange, chocolat, etc. La deuxième couche commence à comprendre des relations simples, comme le fait que mange est lié à chocolat. Les couches suivantes associent cette action à une séquence logique et comprennent que puis je bois du lait est une continuation de l'idée précédente. La couche finale produit une sortie, par exemple, pour prédire que la prochaine action pourrait être « et je mange des biscuits ». Mathématiquement, chaque couche applique une transformation à ses entrées et transmet le résultat à la couche suivante. Si on note l'entrée de la couche n comme h de n-1, alors la sortie de la couche n est donnée par h de n est égal à la fonction f appliquée au produit de w de n par h de n-1 plus b
de n. Ça peut paraître compliqué, mais en gros, h de n-1, ce sont les données qui arrivent de la couche précédente. W de n, ce sont les poids qui déterminent l'importance des connexions entre les neurones. B de n, le biais ajuste le résultat. F est la fonction d'activation qui décide si les neurones de cette couche doivent s'activer ou non. En gros, chaque couche prend ce qu'elle a reçu, réfléchit un moment et passe le résultat à la suivante. Plus il y a de couches, plus le réseau peut résoudre des problèmes complexes. Mais attends, si un réseau profond est comme un cerveau, est-ce que ça veut dire qu'il peut devenir plus intelligent que moi? Tu sais, Gontran, même une feuille morte est parfois plus rapide que toi. Mais oui, un réseau profond peut analyser des problèmes complexes que même toi, tu aurais du mal à comprendre. Le vrai pouvoir des réseaux profonds, c'est qu'ils peuvent extraire des caractéristiques très abstraites à partir de données simples. Ils apprennent par eux-mêmes quels motifs sont importants, que ce soit des formes ou des images ou des relations dans une phrase. Maintenant, il est temps de découvrir des concepts encore plus fascinants qui poussent l'intelligence artificielle à un tout autre niveau. Et quand Domigeek dit fascinant, ça veut dire qu'il va vous noyer dans des maths. Mais promis, je suis là pour vous sauver si ça devient trop compliqué. Encore? J'ai à peine digéré les transformeurs, et maintenant, tu veux nous balancer des trucs encore plus tordus. Mais non, Gontran, fais-moi confiance. Aujourd'hui, on va parler des Liquid Neural Network, ou LNN, et des Mixture of Experts, ou MOE. Ces deux concepts ne sont pas juste des améliorations. Ils changent complètement la façon dont un réseau de neurones pense et s'adapte. Imagine, Gontran, des neurones qui évoluent en temps réel, comme des caméléons qui changent de couleur en fonction de leur environnement. Et en plus, ils ne travaillent pas seuls. Les MOE, eux, sont comme des équipes spécialisées, prêtes à intervenir seulement quand c'est nécessaire. Donc, des neurones caméléons avec une équipe de secours? Ok, ça a l'air un peu cool, mais je sens que ça va partir dans tous les sens. Pas du tout. En fait, ces ajustements pour rendre l'intelligence artificielle plus efficace et adaptable, les LNN et MOE apportent des solutions aux limites qu'on a vues dans les réseaux profonds. Des systèmes trop rigides qui consomment beaucoup de ressources et peinent à s'adapter à des tâches nouvelles ou changeantes. Et le mieux, ces deux approches peuvent être combinées. Les LNN apportent de la flexibilité, tandis que les MOE optimisent l'utilisation des ressources. Résultat, un modèle qui pense plus vite, s'adapte mieux et gaspille moins de puissance. Ah, donc on passe de « je mange du chocolat » à « je mange du chocolat tout en réfléchissant à comment économiser de l'énergie ». Sympa. Mais tu me promets que je vais comprendre ce truc? Je te le promets, Gontran. On va commencer doucement en expliquant les concepts des LNN et des MOE un par un. Puis on verra comment ils fonctionnent ensemble, avec des exemples clairs et concrets, et bien sûr, tout ça avec notre phrase préférée, « je mange du chocolat, puis je bois du lait ». Les réseaux de neurones classiques, comme les RNN ou les LSTM, ont une mémoire limitée et rigide. Et on n'oubliera pas de parler des neurones excitateurs et inhibiteurs, parce que franchement, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Exactement. À chaque étape, ils recalculent complètement l'état interne, comme si chaque mot arrivait dans un compartiment séparé. Les Liquid Neural Network, LNN, changent complètement la donne. Ils ne pensent plus par blocs rigides, mais évoluent en continu, comme une rivière qui s'adapte à la forme du terrain. Imagine, Gontran, que tu lis un livre. Avec les RNN ou les LSTM, à chaque nouveau chapitre, tu effaces complètement ta mémoire pour essayer de comprendre la suite. Mais avec les LNN, tu te souviens de tout ce que tu as lu et ton cerveau ajuste en permanence ce souvenir pour s'adapter aux nouvelles informations. Attends, tu veux dire que ces LNN sont comme moi, toujours en train d'ajuster mon opinion en fonction de ce que je mange? Pas exactement, Gontran. Mais tu n'es pas si loin. Les LNN fonctionnent comme des systèmes dynamiques où l'état interne du réseau change en temps réel en fonction des données entrantes. Ce n'est pas une simple mise à jour brute, c'est une évolution fluide. Voici comment ça marche. Au lieu d'avoir un état figé à chaque étape, comme avec les RNN, les LNN utilisent des équations différentielles pour ajuster l'état interne. Regardez, h de t est égal à la fonction f appliquée à h de t, x de t et θ, où h de t représente la dérivée de l'état interne ou la vitesse à laquelle cet état change. H de t est l'état actuel du neurone, x de t est l'entrée actuelle, θ sont les paramètres du réseau et f est une fonction linéaire qui détermine comment l'état
évolue. Pour simplifier, ça veut dire que les LNN ne se contentent pas d'ajouter des informations. Ils modifient leur état interne en douceur, de façon continue, en prenant en compte ce qu'ils ont déjà appris et ce qu'ils viennent de recevoir. Et c'est ça qui les rend si puissants. Contrairement au modèle classique, les LNN n'ont pas besoin de recalculer leur état complet à chaque nouvelle donnée. Ils ajustent simplement leur état existant comme une rivière qui s'adapte à la forme du lit qu'elle traverse. Donc, si je comprends bien, un LNN, c'est comme un cuisinier qui ajuste son plat en goûtant chaque ingrédient, au lieu de tout refaire à chaque fois. Exactement. Sauf que toi, Gontran, tu serais le genre de cuisinier à ajouter trop de sel à chaque étape. Et les LNN, eux, sont plus intelligents. Ils ajustent précisément la quantité de sel en fonction de chaque ingrédient. C'est ce qui leur permet d'être si flexibles et efficaces, surtout pour des données continues ou des tâches où le contexte évolue rapidement. Passons à un exemple pratique. Pour bien comprendre comment la Liquid Neural Network traite les informations, prenons notre phrase préférée. Je mange du chocolat. Contrairement aux RNN ou LSTM, qui mettent à jour leur état de manière séquentielle et rigide, les LNN modifient leur état en continu au fur et à mesure que chaque mot arrive. Regardons ça en action. Quand le LNN reçoit le mot « je », il commence à ajuster son état interne, H de T. Ce mot initie le contexte, mais cet état est encore flexible et peut évoluer en fonction des mots suivants. Voici ce qui se passe mathématiquement. H point de T est égal à la fonction f appliquée à H de T, X de T et θ. À ce stade, H de T est ajusté pour intégrer je. X de T représente la représentation numérique du mot « je ». La fonction f assure que l'état interne reste fluide, prêt à être influencé par les prochains mots. Regardez, l'état interne du neurone est comme une boule qui commence à changer de couleur en fonction de je. Mais cette couleur est encore douce, car il sait que d'autres mots vont venir. Ok, donc il réfléchit doucement, comme moi avant mon café du matin. Pas faux, Gontran, mais ce n'est que le début. Quand mange arrive, le LNN ajuste son état pour intégrer ce nouveau mot, tout en conservant l'influence de je. L'état interne devient plus précis. Cette fois, H de T contient à la fois l'information de je et celle de mange. C'est ici que la dynamique des LNN devient fascinante. Ils ne recalculent pas tout depuis le début, mais modifient leur état existant en temps réel. Imagine une rivière qui change de cours quand un nouveau rocher tombe dedans. Elle ne recommence pas à zéro. Elle s'adapte en douceur pour contourner l'obstacle tout en gardant son flux. Donc, le mot mange est comme un rocher. Et le LNN, c'est une rivière? Bon, pourquoi pas. Mais ça commence à faire beaucoup d'eau. Reste avec moi, Gontran. Le mot mange renforce l'idée d'une action. Le LNN comprend maintenant qu'il s'agit d'un sujet qui effectue une action, mais il reste ouvert pour recevoir plus d'informations. Voici où les choses deviennent intéressantes. Avec du, le LNN ajuste son état interne, mais l'impact de ce mot est faible. Pourquoi? Parce que du est un déterminant. Il joue un rôle grammatical, mais n'ajoute pas beaucoup de contexte principal. L'état interne évolue, mais le poids associé à du est faible. C'est ici qu'on peut voir les notions d'excitateur et d'inhibiteur en action. Je et mange sont des mots excitateurs. Du agit comme un inhibiteur, influençant moins fortement l'état interne. Donc, en gros, du est là pour la forme, mais il ne fait pas grand-chose. Exactement. Il modifie l'état interne, mais son impact est moindre par rapport au mot excitateur. Enfin, quand chocolat arrive, tout ça change. Ce mot est un excitateur fort. Il complète l'idée principale et donne un sens clair à la phrase. Le LNN ajuste son état interne pour intégrer pleinement chocolat, tout en conservant les influences de je, mange et du. Voici l'équation. H point de T est égal à la fonction f appliquée à H de T, X de T et θ. Regardez l'animation. Le neurone correspondant à chocolat devient plus lumineux, indiquant qu'il est maintenant l'élément dominant dans l'état interne. Les autres mots influencent encore l'état, mais c'est chocolat qui guide la compréhension. Donc, le LNN a compris que chocolat est l'étoile du show, et les autres mots sont là pour le soutenir. C'est comme une pièce de théâtre, en fait. Exactement. Et cette capacité d'adaptation en temps réel est ce qui rend les LNN si puissants. Maintenant que nous avons vu comment les LNN fonctionnent en continu, parlons d'une autre innovation majeure, les Mixture of Experts ou MOE. Imaginez
un immense réseau de neurones rempli de sous-modèles spécialisés, qu'on appelle des experts. Mais attention, ce n'est pas le chaos. À chaque tâche, seuls les experts pertinents sont activés. En gros, c'est comme une équipe d'élite. Si vous avez besoin de résoudre un problème précis, comme trouver une information, vous ne mobilisez pas tout le monde. Vous appelez les experts qui savent exactement quoi faire. Donc, c'est comme si tu avais des mécaniciens pour les voitures, des plombiers pour les tuyaux et des électriciens pour les circuits. Et tu les appelles juste quand il faut? Exactement. Cette idée rend les modèles MOE incroyablement efficaces parce qu'au lieu d'activer tout le réseau, ils mobilisent uniquement ce qui est nécessaire, économisant ainsi des ressources. Le cœur des Mixture of Experts, c'est ce que l'on appelle le gating mécanisme ou mécanisme de passerelle. C'est cette passerelle qui décide quels experts doivent s'activer en fonction de l'entrée. Par exemple, si je dis chocolat, le modèle va probablement activer des experts liés à la nourriture, mais pas ceux qui traitent les paysages ou les chiffres. Regardez ça, l'entrée arrive et la passerelle calcule un score pour chaque expert. Les experts les plus pertinents s'allument et les autres restent éteints. Résultat, une solution rapide, précise et bien plus économique. Voyons ça en termes mathématiques. Le score d'activation d'un expert est calculé avec une fonction comme celle-ci. G indice I de X est égal à E exposant W transposé I multiplié par X divisé par la somme pour J allant de 1 à N de E exposant W transposé J multiplié par X. Donc, si on fait plus simple, et en réalité, on pourrait aussi dire G indice I de X est la valeur softmax pour W transposé I multiplié par X. G indice I de X est le score d'activation de l'expert. IW de I représente les poids associés à cet expert. X est l'entrée actuelle. Le résultat GI de X indique à quel point cet expert est pertinent pour cette entrée. En gros, c'est un concours. Chaque expert propose son score et les meilleurs sont sélectionnés pour résoudre le problème. Donc, c'est un peu comme des auditions pour un spectacle. Si tu n'es pas assez bon, tu restes sur le banc? Exactement, Gontran. Et ça évite de gaspiller de l'énergie en activant tout le monde pour rien. Imagine un centre d'appel. Quand un client appelle, le standardiste analyse rapidement le problème et dirige l'appel vers le bon expert. Si vous parlez de cuisine, c'est le chef cuisinier qui prend l'appel, pas l'électricien. Et tout ça se passe en une fraction de seconde. Le mécanisme de passerelle est comme ce standardiste, qui analyse et distribue les tâches en temps réel. Donc, le reste des experts reste à siroter un café pendant que les bons bossent, pas mal. Les Mixture of Experts apportent plusieurs avantages, comme l'efficacité computationnelle. Seuls les experts nécessaires sont activés, ce qui réduit la charge de calcul. La spécialisation. Chaque expert peut se spécialiser dans une tâche précise, ce qui améliore les performances globales. La flexibilité. Le modèle s'adapte aux besoins spécifiques de chaque entrée sans mobiliser inutilement tout le réseau. C'est un peu comme avoir une équipe de rêve. Chacun fait ce qu'il fait de mieux et tout le monde gagne en efficacité. Ok, mais si la passerelle se trompe et envoie un plombier pour réparer une voiture? Bonne question, Gontran. Si la passerelle fait une mauvaise sélection, ça peut introduire des erreurs. C'est pourquoi elle doit être bien entraînée pour comprendre quelles tâches nécessitent quels experts. Passons à un exemple concret pour comprendre comment les Mixture of Experts, ou MOE, fonctionnent. Imaginons que nous traitons notre fameuse phrase « Je mange du chocolat ». Chaque mot sera analysé par le mécanisme de passerelle qui décidera quels experts sont activés pour traiter les informations. Quand le mot « je » arrive, la passerelle analyse son contexte. Elle reconnaît que c'est un pronom personnel qui sert à définir le sujet de la phrase. Elle active alors les experts les plus pertinents. Expert des pronoms personnels, ce module traite les informations liées à « je » et commence à établir un cadre grammatical pour la phrase. Expert du contexte initial, ce module prépare la structure de la séquence car « je » introduit le sujet. Regardez, seuls ces deux experts s'allument. Les autres, comme ceux spécialisés dans les noms ou les verbes, restent éteints. Cela permet d'économiser des ressources. Donc, on laisse les autres experts dormir pendant que les deux premiers bossent? Pas mal pour optimiser?
Mais ça va marcher? Patience, Gontran. Maintenant, le mot mange arrive. La passerelle réévalue le contexte, elle détecte que c'est un verbe, une action clé et active les experts appropriés. Expert des verbes d'action, ce module analyse le verbe mange pour déterminer la nature de l'action. Expert des relations sujet-verbe, ce module établit une connexion entre je et mange, consolidant la structure grammaticale. Expert des verbes alimentaires, si présent, si le modèle est suffisamment entraîné, il peut activer un expert spécialisé dans les actions liées à la nourriture. Regardez comment la passerelle s'adapte en temps réel. Elle n'active que ce qui est nécessaire pour traiter le mot mange, tout en conservant l'influence de je. Ok, ça commence à prendre forme. Mais pourquoi activer un expert des relations? C'est juste « je mange », pas un roman policier. Parce que, Gontran, l'expert des relations garantit que le sujet et le verbe sont connectés correctement. C'est comme si on vérifiait que les pièces du puzzle s'emboîtent bien. Quand du arrive, la passerelle sait que c'est un déterminant, un mot de liaison. Elle active alors l'expert de déterminant. Ce module comprend que du est un connecteur grammatical, mais il n'a pas un impact majeur sur le sens global. L'expert des relations sujet-objet, ce module prépare le réseau à traiter le complément d'objet direct qui suivra, ici, chocolat. Du agit comme un mot neutre. Il est nécessaire grammaticalement, mais son impact est limité. Regardez comment la passerelle active seulement 2 experts, et encore, avec un score d'activation faible. Donc, du est là juste pour faire joli, comme moi dans cette vidéo. Pas exactement, Gontran. Même si son rôle est moindre, du est essentiel pour préparer le contexte du prochain mot. Enfin, le mot chocolat arrive. La passerelle reconnaît immédiatement qu'il s'agit du complément d'objet principal et active les experts suivants. Expert des noms d'aliments, ce module traite le mot chocolat et l'associe à un champ lexical pertinent. L'expert des relations objet-verbe, ce module connecte chocolat à l'action mange, finalisant la compréhension de la phrase. Et l'expert du contexte général, ce module vérifie que la phrase complète est cohérente et s'inscrit dans un contexte logique. Maintenant que vous voyez comment les Mixture of Experts activent des experts spécifiques, imaginez ce qui se passe si on les combine avec les LNN, qui adaptent leur état en continu. Le résultat, un modèle à la fois flexible et incroyablement efficace. Voilà où tout devient vraiment excitant. Jusqu'ici, on a vu comment les Mixture of Experts MOE peuvent sélectionner les experts nécessaires à une tâche, mais il y a un point essentiel à comprendre. Rien n'est figé. Un expert n'a pas besoin de ressembler à un autre. En fait, il n'y a aucune limite à ce que les experts peuvent être. Regardez ce réseau. Chaque expert peut être complètement différent. Un transformer pour traiter du texte, un CNN pour analyser une image, un VIT pour capturer des détails visuels complexes, ou même un RNN pour gérer des séquences temporelles qui ne nécessitent pas un gros réseau trop gourmand. Attends, tu veux dire qu'on peut mélanger tout ça? Transformer ici, RNN là-bas. Ce n'est pas un peu anarchique? Pas du tout, Gontran. C'est justement cette flexibilité qui fait la force des Mixture of Experts. Les experts peuvent être adaptés à des besoins spécifiques. Par exemple, un expert transformer, idéal pour analyser du texte ou des relations complexes entre des mots. Parfait pour compléter une phrase comme « je mange du chocolat » en utilisant une vue d'ensemble. Un expert CNN spécialisé dans l'analyse des images, par exemple, il pourrait identifier visuellement une photo de chocolat. Un expert VIT capable de comprendre des détails visuels encore plus complexes comme la texture du chocolat ou la lumière sur l'emballage. Un expert RNN utile pour traiter des séquences temporelles comme des données sur les habitudes alimentaires au fil du temps. Et ce n'est pas tout. Les experts eux-mêmes peuvent appeler des sous-experts pour des tâches spécifiques. Imaginez qu'un expert transformer ait besoin d'un modèle préentraîné pour détecter des entités spécifiques, comme du chocolat. Il peut appeler un sous-expert spécialisé dans ce domaine. Regardez cette animation. Un expert principal appelle 2 sous-experts. L'un pour analyser le contexte, l'autre pour identifier des entités spécifiques. Ces sous-experts peuvent eux-mêmes utiliser des modèles préentraînés, comme GPT ou MediaPipe. Donc, c'est un peu comme si un chef appelait un sommelier pour choisir le vin et un pâtissier pour préparer le dessert.
Exactement, Gon. Chaque expert fait ce qu'il sait faire de mieux. En fait, il peut aussi collaborer avec d'autres pour résoudre des problèmes complexes. Et c'est ici qu'un point crucial entre en jeu. La psychorigidité est l'ennemi de l'innovation. Si vous pensez que tous les experts doivent être identiques et que leur architecture doit toujours suivre une recette stricte, vous passez à côté de ce qui rend les mixtures of experts si puissants, à mon avis. L'important, ce n'est pas de suivre une recette figée, mais de comprendre le besoin réel et de concevoir des solutions adaptées. Exactement. Vous pouvez créer des experts transformeurs pour analyser des séquences textuelles, des experts RNN pour gérer des flux continus de données ou même des experts hybrides qui combinent plusieurs architectures. Tout est possible à condition de comprendre ce que vous voulez accomplir. Et c'est là que les LNN et les mixtures of experts se rejoignent parfaitement. Les LNN apportent une flexibilité en temps réel et les mixtures of experts une spécialisation ciblée. Ensemble, ils permettent de créer des modèles qui ne sont pas juste puissants, mais aussi incroyablement adaptables. Imagine une équipe de recherche. Les LNN sont comme un esprit collectif qui s'adapte en temps réel à chaque nouvelle découverte. Les MOE, eux, sont les spécialistes que vous appelez pour résoudre des problèmes spécifiques. Ensemble, ils forment une équipe flexible et ultra efficace. Donc, c'est comme si un cerveau fluide gérait une équipe d'experts. Intéressant, mais est-ce que ça marche vraiment dans la vraie vie? Excellente question, Gontran. Et la réponse est oui. Des entreprises comme Liquid.ai utilisent déjà cette approche pour créer des modèles capables de traiter des données en temps réel, tout en maintenant une précision et une efficacité exceptionnelles. Et voilà. Nous arrivons à la fin de cette exploration fascinante sur les Liquid Neural Network et les mixtures of experts. Cette technologie ne sont pas seulement des concepts théoriques, elles redéfinissent déjà l'avenir de l'intelligence artificielle. Laissez-moi vous rappeler pourquoi cela compte tant. Avec les LNN, nous avons des systèmes capables d'évoluer en temps réel, s'adaptant continuellement à de nouvelles données. Avec les MOE, nous avons une efficacité sans précédent, grâce à l'activation ciblée des experts. Ensemble, ces architectures forment un modèle incroyablement puissant, flexible et économique. Imaginez un futur où vos assistants IA ne se contentent pas de répondre à vos questions, mais s'adaptent instantanément à vos besoins, en comprenant mieux votre contexte, en traitant des données complexes en temps réel et en apprenant en continu. Les LNN et les mixtures of experts sont des briques essentielles pour construire cette vision. Donc en gros, bientôt, une IA pourra me comprendre mieux que ma femme. Pas sûr que ce soit une bonne chose. Peut-être pas à ce point, Gontran, mais qui sait? L'avenir de l'intelligence artificielle est limité uniquement par notre imagination et par notre capacité à repousser les limites actuelles. Et c'est ça, le message clé. Ces technologies ne sont pas des solutions figées ou définitives. Elles sont des outils. Leur potentiel réside dans la façon dont nous les utilisons, les combinons et innovons pour répondre à des besoins spécifiques. Et voilà, c'est la fin de cette petite série de vidéos sur les LNN et les mixtures of experts. Nous avons vu les concepts fondamentaux, exploré des exemples concrets et réfléchi à leur implication. Si ces vidéos vous ont inspiré ou aidé à mieux comprendre ces sujets, n'hésitez pas à partager vos idées dans les commentaires. Et qui sait, peut-être qu'un jour, c'est vous qui concevrez un modèle révolutionnaire en combinant ces approches. L'innovation est entre vos mains. En attendant, je vais aller manger du chocolat. Parce qu'avec tout ça, je suis sûr que mon cerveau liquide a besoin d'un boost sucré. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker à l'aide du petit pouce, qu'il soit bleu, noir ou même une petite flamme. Et ce, peu importe la plateforme sur laquelle vous me suivez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et sélectionnez l'option « Toutes » pour ne rater aucun de nos prochains épisodes. Et pourquoi pas partager cette vidéo avec tous celles et ceux qui pourraient être intéressés par ce passionnant voyage dans le monde de l'intelligence artificielle. Merci à tous d'avoir suivi cette aventure. Restez curieux, continuez d'explorer et surtout, ne vous arrêtez jamais de poser des questions en commentaire. À bientôt pour notre deuxième épisode de notre saison 2 sur l'intelligence artificielle, l'humain architecte de son propre destin, qui portera sur les IA à régression. En attendant, vous pouvez aussi regarder l'épisode 1 qui portait sur les arbres de décision.
Bonne journée. Et voilà, on termine cet épisode spécial juste à temps pour Noël. Ouais, enfin ça dépend. Si c'est le Père Noël qui gère le timing, on n'est pas sorti de l'auberge. Gontran, tu es au courant que le Père Noël ne fait pas ça tout seul, hein? Il a un algorithme d'optimisation pour gérer les livraisons. Un algorithme? Et ça marche comment exactement? Il trie les enfants par popularité sur les réseaux sociaux. Pas du tout. C'est une combinaison d'un LNN pour prédire les cadeaux parfaits et un MOE pour sélectionner les lutins les plus rapides. Mais il y a un problème cette année, les données de Gontran ont fait planter le système. Moi? Quoi encore? J'ai juste demandé une console, une chaise de bureau ergonomique et une cargaison de biscuits au chocolat. Rien de déraisonnable. Oui, sauf que ton comportement sarcastique a déclenché un conflit dans les critères. Résultat, ton cadeau est un cours d'humilité. Un cours d'humilité? Sérieusement? Donne-moi l'adresse du Père Noël. Je vais aller lui expliquer 2 ou 3 choses. Calme-toi, Gontran. C'est Noël. Et si on partageait des biscuits à la place? D'accord, mais seulement si Kaya me met sur la liste des gentils pour l'année prochaine. Je vais y réfléchir, si tu partages les biscuits. Joyeux Noël à tous. Et n'oubliez pas, même les algorithmes peuvent avoir besoin d'un peu de magie.